bonjour Jean-Jacques, je suis particulièrement ravi de t'accueillir. Tout le monde te connaît, mais enfin je rappelle que tu es anesthésiste réanimateur et que tu as une grande expérience justement des opérations, des complications des opérations et des NDE. Ouais, Alors de la réanimation, des arrêts cardiaques voilà. récupérés. Bah, oui, j'ai passé 35 ans de ma vie, à faire ça. J'étais médecin référent d'un service de réanimation et j'étais très investi dans mon métier d'anesthésiste réanimateur. J'étais aussi président de CME, donc pendant 20 ans. Donc je représentais les médecins de l'établissement dans lequel j'étais. Tout ça pour dire que j'étais très impliqué. J'ai même été médecin pompier en même temps qu'anesthésiste, donc tellement j'étais passionné par ça. J'ai monté une petite structure d'urgence et de réanimation dans la petite clinique en Ariège où j'étais. On a monté le SAMU 09. On est à l'origine du SAMU 09 avec mon confrère et ami Alain Chansou. Donc tout ça pour dire que oui, vraiment, les urgences, la réanimation, les arrêts cardiaques, tout ça, ça m'a passionné. Et j'ai d'ailleurs choisi ce métier en raison de ça. J'ai choisi ce métier d'anesthésiste réanimateur parce que je voulais m'intéresser à ces fameuses expériences vécues par celles et ceux qui, le temps d'un arrêt cardiaque, ont connu ces expériences de mort imminente que je préfère appeler, on le sait maintenant, expériences de mort provisoire, puisque la Provisoire ou mort aux clinique est frontières de déjà. la... On appelle aussi ça aux frontières de la mort, selon l'expression du père Brune. Oui, oui, nerf d'infecteur. Mais le père François Brune avait changé son vocabulaire à ce propos et il avait trouvé que ma proposition de changement était fort pertinente puisque lui-même appelait ces expériences les expériences de mort provisoire. Et on le voit dans ses dernières interviews, il parle toujours des expériences de mort provisoire. Je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Et quand on est scientifique, on doit savoir que lors d'un arrêt cardiaque, eh bien, on a un électroencéphalogramme plat au bout de 15 secondes. Et c'est extrêmement court. Oui, on 15 est dans secondes, c'est extrêmement court. une mort clinique qui n'est pas... C'est la mort clinique. Voilà. C'est la mort clinique. Avec un électroencéphalogramme plat, il est impossible de voir, d'entendre, de comprendre, de mémoriser tout ce qui se passe autour de soi, a fortiori à distance de son corps physique, comme c'est le cas lors de ces expériences. Et les exemples sont légion maintenant. On peut plus dire que elles n'existent pas, ces fameuses délocalisations de conscience. Et c'est ça qui trouble beaucoup les scientifiques rationalistes. Et la solution du cerveau sécréteur de conscience devient intenable. C'est plus possible. Oui, je pense on sait qu'on peut pas localiser anatomiquement parlant la conscience, et puis voilà. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça repousse des limites, et en particulier, ce sont des gens, on le verra au cours de l'émission, qu'on peut considérer comme des explorateurs d'autres dimensions, d'autres temps. Mm, mm, Et mm, selon la belle expression de Jean Jaurès, mourir, c'est changer d'état. On pourrait dire, c'est peut-être mm. changer d'espace-temps. Et Ouais. ces gens-là sont comme des explorateurs qui nous montrent qu'il y a d'autres dimensions après la mort, et ils sont là pour le dire. Voilà. Alors, moi, je suis scientifique, hein, j'ai différentes casquettes, je suis physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, et donc la dimension de la mort m'intéresse à travers ces différentes disciplines. Évidemment, et alors le but de cette émission et d'autres émissions, on espère qu'on fera ensemble, si ça a du succès, c'est d'arriver à faire le lien entre ces phénomènes qui sont bien classifiés. Alors voilà, on dit qu'il y a 60 millions de cas bien étudiés, plus ou moins, et puis il y en a qui sont particulièrement rebelles à toute explication rationnelle. Euh, Enfin, ils sont pas tellement expliqués, tu sais, ils sont surtout. Décrit, Enfin, c'est une étude statistique. oui, Les 60 millions, on considère qu'il y aurait 4% de la population mondial. normalement médicalisée, si Mm, ça a un sens d'être normalement médicalisé, mais en tout cas, avec la possibilité d'être réanimé, c'est énorme, hein, et qui aurait fait cette expérience. Et c'est vraiment énorme. Alors, ça ferait 60 millions à la louche, étude statistique. C'est pas 4% de la population planétaire, puisque bien sûr, tout le monde n'a pas la chance d'être réanimé. Mais enfin, en France, il y aurait 4% de la population qui aurait vécu ces expériences, ce qui est vraiment énorme.
Oui, ça fait Euh, en Europe presque 20 millions, hein, ouais, 19,6. Aux États-Unis, ouais. on est à 12 millions. Mm, mm, mm. Donc Il y a des voilà. gens qui racontent à peu près la même chose. Alors peut-être il faut rappeler pour ceux qui Oui. nous voient et qui n'ont jamais entendu parler de ces expériences, ce que c'est, ces fameuses expériences de mort provisoire. Ben, ce sont des expériences vécues par des personnes qui racontent des choses indicibles. Déjà, il faut dire ça, parce qu'il n'y a pas d'équivalent terrestre sur cette expérience. Donc, ils ont bien du mal à trouver les mots. Mais en gros, s'il fallait schématiser, donner l'expérience type, eh ben, ce sont des personnes qui, au cours de leur mort clinique, eh bien, comprennent qu'ils sont morts en principe au moment où ils sont décorporés, ou en tout cas où leur conscience voit apparaître leur corps qui tente d'être réanimé, comprennent qu'ils sont pas tout à fait bien, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces personnes-là ne sont pas dans la peur, et ne sont pas dans l'angoisse, ils ne sont pas dans la tristesse, ils sont plutôt dans une espèce d'état d'euphorie. Ça, c'est quand même curieux d'être dans cette situation, de comprendre qu'on n'est plus sur cette terre et d'être dans cette situation parce qu'ils comprennent qu'ils sont vivants. Nous, on a l'impression qu'être vivant, c'est avoir un corps. Eh ben, eux, ils comprennent qu'être vivant, c'est être conscient. Et ils sont même hyper conscients. Ils ont l'omniscience, ils devinent tout sur tout. Jean Morzel le disait quand j'étais de l'autre côté. Mm. Euh, ben, euh, c'était différent. Je comprenais tout sur tout. Maintenant que je suis revenu, je comprends plus rien, sauf qu'à un moment donné, je comprenais tout. Voilà. Donc, ils ont compris qu'ils avaient cette dimension d'omniscience, accès à des informations, et ça, c'est ça qui va t'intéresser, Oui, par rapport au temps et à oui. l'espace, totalement délocalisé. Et ils passent dans ce fameux tunnel, voilà, où ils ont cet amour inconditionnel rencontré dans cette lumière. Ils ont une revue de vie, la rétrocognition, la précognition. Quelquefois, ils devinent, ça aussi, ça va t'intéresser, le futur. Ils revoient leur passé. Et on peut se demander d'ailleurs comment c'est possible, en aussi peu de temps, avoir autant d'informations. Revoir toute sa vie dans les moindres détails en ressentant le bien et le mal qu'on a fait aux autres. Nicole Dron disait, ben, j'avais accès à toute ma vie. Et elle a d'ailleurs écrit ce livre, rien que l'intitulé le montre, 45 secondes d'éternité. C'est la durée de son arrêt cardiaque, 300 pages de récit. Encore, elle dit, j'ai pas tout dit dans mon livre. Il y a aussi donc accès à cet amour inconditionnel, et c'est ça qui est le plus frappant, parce que il n'y a pas l'équivalent sur Terre, semble-t-il. Il est vrai que sur Terre, on a souvent des conditions, hein. Même dans l'amour fort qui existe au sein d'un couple, eh ben, je te donne mon amour à condition que tu me trahisses pas, tu me rendes le tien. Ben là, il n'y a pas ce calcul, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que c'est un amour qui va transformer littéralement les gens qui ont vécu ça. Ils vont euh, totalement bouleverser tous leurs repères. Il y a encore une autre étude des statistiques qui est intéressante. Il y aurait 60 à 70% de divorces après l'expérience dans les 10 ans. C'est encore une statistique publiée par Phil Atwater. Oui, oui. Et ça montre bien les transformations de vie. Parce que de l'autre côté, l'être de lumière, il vous dit pas combien vous avez sur votre compte en banque ou quelle est la superficie de votre maison ou combien de personnes vous dirigez dans votre vie. Il vous dit qu'as-tu fait de ta vie? Comment as-tu aimé les autres? Il semblerait que ce soit ça, notre véritable mission de vie. Et puis, il y a aussi la rencontre avec des défunts, dans environ 60% des cas. Et ça, c'est pour ça que j'ai voulu faire ces ateliers d'hypnose, parce que j'ai remarqué que ça avait vraiment une action thérapeutique par rapport aux souffrances du deuil, de voir apparaître un défunt qui, a priori, était en bonne santé, était dans l'amour, la joie, l'allégresse, en gros, c'est ça. Et la personne est sûre en plus de ne pas avoir rêvé et elle revient dans son corps ensuite complètement transformée par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute sa vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment les écouter avec attention, ne pas avoir un petit sourire en coin en leur disant tout ça, ce sont des hallucinations ou des rêves, parce qu'elles sont sûres de ne pas avoir rêvé. Beaucoup disent c'était plus réel que la réalité. Donc, quand on est un scientifique, il y a deux choses. Il y a deux postures. Soit on dit que tout ça n'existe pas, ce sont des hallucinations. Ça, c'est la pensée dominante des matérialistes.
en chef de file, il y a le professeur Stéphane Loret du Coma Science Group, Mhm. qui est dans cette logique-là, essaye de tout expliquer par un dysfonctionnement cérébral. Et puis, de notre côté, il y a d'autres scientifiques, donc je crois que tu fais partie, qui disent que cette expérience est peut-être réelle, et à ce moment-là, il faut changer nos paradigmes sur le fonctionnement de la conscience. Peut-être que notre cerveau n'est pas un simple récepteur, n'est pas plutôt un simple fabricateur Non, non, une d'informations, interface, mais plutôt une mais une interface. interface. Voilà. Voilà, Je alors crois qu'on est raccord là-dessus. voilà. Alors, effectivement, c'est une expérience spirituelle. C'est l'expérience la plus rapide en termes de développement spirituel, hein, puisque 45 secondes et ça vous change complètement. Déjà, on a plus peur de la mort, qui est la peur principale des êtres humains, mourir, et puis l'interrogation de la vie après la vie. Et puis, effectivement, quand ils reviennent, il y a une sorte de souffrance, certains diront de nostalgie, d'avoir connu un amour aussi grand. Et ici, on est en amour réduit. Vous voyez, c'est comme si les sentiments, notamment le sentiment d'amour, étaient complètement réduits. Alors, ça fait penser à la phrase de Teilhard de Chardin: nous ne sommes pas des êtres humains en train de faire une expérience spirituelle, mais plutôt des êtres spirituels en train de faire une expérience humaine d'incarnation. Et donc, ces gens-là, d'ailleurs, on a dans le passé, on dit qu'Euclide aurait fait une NDE. En tous les cas, c'est ce que Raymond Moody rappelle dans une conférence. Et ces gens-là sont ramenés pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Et pendant de nombreuses années, ils n'étaient pas compris. Donc, évidemment, puisque ça paraissait incroyable, c'était soit de la supercherie ou des dysfonctionnements du cerveau. Et ça a été souvent troublant. D'ailleurs, on dit dans les étapes, on pourrait peut-être rappeler les étapes. Donc, ça commence en Suisse, où un géologue suisse, Albert Haim, suite à une chute qu'il avait fait dans une randonnée dans le massif du Santi, il a fait une NDE. Et donc, il a témoigné de ce qu'il a vécu. Il a réuni 30 témoignages d'alpinistes qui avaient fait comme ça des expériences de mort provisoire. Et Victor Heger, qui est un scientifique français, a repris ces témoignages et il a écrit un livre qui s'appelle Le Mois des mourants en 1896. Et il a fallu attendre 75 pour que Raymond Moody fasse un best-seller mondial avec La vie après la vie. Et il a repris le travail de Victor Heger. D'ailleurs, c'est à Victor Heger qu'on doit le terme de décorporation, sortie du corps ou projection extracorporelle. Alors, on va prendre un exemple un peu caricatural, mais à peine, parce que toi, tu les as vus. Quelqu'un a un accident de voiture, première étape, l'incommunicabilité. Ensuite, deuxième étape, l'audition d'un verdict. Donc, il a autour de lui des médecins, anesthésistes, réanimateurs. Il y a plein de gens autour de lui et il entend, il va s'en tirer, ou peut-être pas, etc. Puis après, il y a un sentiment assez étrange de paix, de calme, voire de béatitude, bien que la personne vive l'événement le plus dramatique de sa vie. Puis après, il y a des bruits, on reviendra là-dessus parce que c'est intéressant, il y a des distorsions sonores, comme s'il changeait de dimension. Alors cette étape n'a pas été, à mon sens, suffisamment exploitée, mais ça prouve qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. Après, il y a le fameux tunnel obscur, qui est une sorte de chapeau de magicien où plus on avance, plus ça se rétrécit, plus il y a une lumière vive et une émotion qui est associée. Après, bah, il y a la décorporation. On voit des êtres familiers, hein, voilà, on voit défiler sa vie, et puis surtout, on voit l'être de lumière. Et là, on arrive, dans cette classification à la Raymond Moody, à une frontière, et on sait que si on la passe, c'est la mort, et si on la passe pas, on reste en vie. Alors, il y a des fois une lutte, et puis finalement, puisque c'est des expériences de mort provisoire, la vie l'emporte et ils reviennent à la vie. Et à ce moment-là, il y a le retour dans le corps. Puis après, il y a le problème du témoignage, la répercussion sur la conduite de vie. Ça, c'est important parce qu'ils ne sont plus du tout les mêmes. C'est pour ça qu'il peut y avoir autant de divorces dans les années qui suivent. Une nouvelle perspective sur la mort et sur la vie, d'une certaine façon, et puis une confirmation. Et à partir de là, je pense que les gens sont désensibilisés de la peur de mourir. Alors, ce qui serait intéressant à en discuter, c'est de voir si ces étapes, je pense en particulier la distorsion sonore, le tunnel obscur, la lumière,
puis des capacités que les gens qui font une expérience de mort provisoire, par exemple la possibilité de voyager à la force de la pensée, peuvent donner lieu à une convergence ou pas avec la physique. Mm. Alors donc, Raymond Moody a même été plus loin parce que il a étudié les morts partagées. Ce sont des gens qui vont accompagner une personne qui va mourir et ils vont faire ces expériences de NDE à deux. C'est ça qui est assez hallucinant. Et donc, ils vont voir défiler la vie du défunt avec des événements qu'ils n'avaient jamais vus, qui étaient même parfois cachés, dérangeants pour certains. Et puis, évidemment, bah, il y en a un qui reste en vie et l'autre qui reste en mort. Alors, la première objection qu'on pourrait dire à ceux qui pensent que c'est un délire du cerveau, alors il y a plein d'hypothèses, manque d'oxygénation, Ouais. substances libérées, etc. Bon, voilà. C'est que c'est quand même, comment dire, il y a des invariants. Alors évidemment, tout le monde ne va pas faire toutes les étapes décrites par Raymond Moody. Il y a eu d'autres, Ken Effring, Michael Savom ont un petit peu fait des descriptions un petit peu différentes, mais si c'était un délire du cerveau, on n'aurait pas ces invariants. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même des étapes qui se reproduisent. Oui, et puis les gens qui vivent ces expériences de mort partagée, ils n'ont pas de problème cérébral. Ils ne sont pas Non. en hypoxie, ils n'ont pas d'hypocapnie, ni d'hypercapnie d'ailleurs. Voilà. Ils n'ont pas de substances libérées par des douleurs, comme des endorphines, etc. Ces gens sont avec un cerveau normal et pourtant ils vivent l'expérience. Mais je crois que on a l'impression, si tu veux, enfin moi j'ai l'impression que ces expériences ont toujours existé. Tu as fait cet historique, mais dans le mythe d'Air de Platon, Oui, on revoit ça. Ce soldat abandonné sur la charrette des morts, qui se décorpore, fait cette expérience et revient ensuite. pour témoigner. Alors il dit incarné dans son propre corps, ça ressemble beaucoup à une DE, ça, ou à une expérience de mort provisoire. Et puis cette classification avec ses étapes, moi, je trouve qu'elle est un petit peu restrictive et même Oui, beaucoup, oui, bien sûr, on est euh, bien d'accord. parce que selon les critères de Grayson, par exemple, quand j'ai fait passer quand j'ai dirigé la thèse de François Lallier, euh, c'est ici la thèse Oui, qui a reçu une mention très honorable et félicitations du jury, il a étudié pendant 3 ans 118 cas d'arrêt cardiaque et il les a classifiés selon les critères de Grayson. Alors, il faut dire que les critères de Grayson, c'est répondre à 16 questions par un certain nombre d'items, 3 en général, et on classe de 0 à 2. Et si on a donc sur un maximum de 32, 7 points, on dit c'est une EMI. C'est trop restrictif. Ça veut dire que la personne, par exemple, qui sort de son corps simplement, qui a simplement ça, eh ben, il n'a pas vécu une expérience selon le critère de Grayson. Donc euh, je trouve que enfin, on a bien sûr, on s'est servi de cette échelle de Grayson puisque c'est celle qui est le plus répandue. Maintenant, il y en a d'autres. Le Coma Camille, Science Group oui. a un véritable cahier comme ça de questions, mais c'est un peu débile de dire qu'il faut, voilà, il faut valider tout ça pour. On n'a pas les outils pour valider une expérience comme ça. On n'a pas d'outils scientifiques logiques pour valider tout ça. Et étant donné que c'est une expérience qui se passe dans le cœur des gens, on peut pas dire à une personne, désolé, vous n'avez vécu qu'une expérience de sortie de corps, vous n'avez pas vécu une expérience de mort provisoire ou de MI. Euh, Au nom de quoi on va dire à la personne, c'est pas une expérience de MI que vous avez vécue, c'est autre chose. Non, on a accès à un ensemble d'informations qui sont dissociées du temps et de l'espace et on comprend ainsi que lorsque on est en expansion de conscience, eh ben, le temps et l'espace n'existent pas. Et ça, je crois que le physicien que tu es va pouvoir rebondir Alors, je là-dessus parce dirais que pas que le temps n'existe pas, mais disons, on a affaire à d'autres espaces-temps. Alors, on va ouais, faire un modèle simple qui va nous permettre un petit peu de reconsidérer ces étapes, hein. Ce sont des hypothèses, hein, c'est pas des affirmations absolues. Alors, le temps, c'est quelque chose qui s'écoule. On ne sait pas trop ce qui s'écoule. Quelqu'un a défini, le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Jean Giono, ou le temps, c'est ce qui empêche que tout soit donné d'un seul coup. En tous les cas, depuis Newton,
qui a véritablement créé la physique classique, on considère qu'il y a un écoulement de quelque chose qu'on appelle instant, durée, mais sans accélération ni décélération. En physique, on appelle ça un mouvement rectiligne uniforme. Mais on peut très bien envisager qu'il existerait des temps qui s'écoulent plus lentement que le présent et des temps qui s'écouleraient plus rapidement que le présent. Rien n'empêche d'avoir cette hypothèse. Mais évidemment, c'est un changement de paradigme. Donc, ces temps qui s'écoulent plus lentement, on va les appeler passés potentiels, et ces temps qui s'écoulent plus rapidement, on va les appeler futurs potentiels. Alors, on sait que, par exemple, le temps qui existe en physique quantique, il perd sa flèche. Il n'y a pas un sens unidirectionnel à l'écoulement du temps. On peut avoir un futur qui influence le passé. On peut même, en agissant sur le présent, changer le passé. Et on peut avoir un futur qui précède le présent. Donc, ça veut dire qu'on a accès à la rétroaction, voilà, l'anticipation, il y a plein de choses. Alors, une des conséquences d'abandonner un temps unique, qui est une difficulté, même en physique théorique de haut niveau, on a des multidimensionnalités spatiales, mais on reste très simple au niveau du temps. Vous voyez, c'est ça qui m'a toujours surpris quand j'étais jeune. Le temps, finalement, c'est fait d'une infinité d'instants. Chaque instant, c'est l'équivalent d'un point sur une droite, puisqu'on leur représente cette temporalité par une droite. Et donc, la dimension d'un point, c'est 0. Donc, le temps au niveau de l'instantanéité ou de la durée, c'est une succession de points qui restent chacun dimension 0. L'espace, il a 3 dimensions. Longueur, largeur, épaisseur. Avec Einstein, on a rajouté une 4e dimension. Et puis, avec des théories comme la théorie des cordes, on a 7 dimensions supplémentaires. Et la théorie de la gravitation en boucle a changé notre conception de l'espace qu'elle considère comme gradulaire, mais il y a toujours un seul temps. Alors, le fait d'avoir non pas un temps, mais des temps, bah, ça devient intéressant parce que, par exemple, qu'est-ce qui se passe si une lumière, elle est associée à un temps qui s'écoule plus rapidement? Eh ben, on a une espèce d'effet Doppler temporel. Tout le monde connaît l'effet Doppler. Le train, quand il se rapproche d'une personne qui est sur le quai de la gare fixe, bah, le son est perçu de façon aiguë et quand il s'éloigne de la personne, de façon grave. Bah, on a une variation de luminosité en fonction de la temporalité sur laquelle se trouve la lumière. Donc au départ, quand on a un tunnel obscur, ça voudrait dire que la personne, quand elle quitte son corps, elle quitte le présent finalement, notre temporalité, et elle va se connecter sur des temps qui s'écoulent au départ d'une façon plus accélérée, donc ça va vers l'obscurité, et au fur et à mesure qu'elle progresse, elle va aller vers des temps décélérés, d'où la notion de lumière qu'on Donc, voit. ça expliquerait, si je comprends bien, le tunnel avec la lumière au bout, Oui, la lumière au bout. c'est Et ça? ça expliquerait aussi la distorsion sonore. Parce que cette 4e étape, selon Moody, elle n'a pas tellement été exploitée. C'est-à-dire qu'il y a une perception du monde extérieur, notamment des sons, qui sont modifiés. Et voilà. Alors ensuite, une des conséquences de cette nouvelle modélisation du temps, que j'ai appelé le pointillisme du temps, c'est que chaque individu existe simultanément ici-bas, dans le présent, incarné, dans notre espace-temps qui est commun. Et puis, il existe également dans un espace-temps où le temps s'écoule plus lentement. Et cette autre dimension euh, dans laquelle on existe simultanément fait de cette autre partie le double qu'on peut appeler l'être de lumière. Et donc, à partir du moment où on quitte le présent, on peut être intriqué à notre passé ou intriqué au futur. Alors, l'intrication, c'est une propriété, d'ailleurs, Albert Einstein l'a un peu combattu parce qu'il trouvait que c'était un peu curieux. Ce sont des propriétés qui découlent des équations de la physique quantique, notamment l'équation de Schrödinger ou l'équation de Dirac. Et on s'est rendu compte que, contrairement à la physique classique, quand on éloigne dans l'espace, et après on verra dans le temps, deux objets qui interagissent, en physique quantique, eh ben, on peut les éloigner à des milliards de kilomètres, ils vont interagir aussi fortement que lorsqu'ils étaient très proches.
Donc, on parle de non-séparabilité spatiale. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une intrication temporelle. Deux événements qui se sont passés au même moment, si on les sépare dans des temporalités différentes, ils restent toujours liés. Donc, il y a une non-séparabilité temporelle. Donc, on peut dire que quand les gens font une NDE, ils sortent de l'espace-temps de l'incarnation. Ils sont dans un espace-temps d'abord accéléré, puis décéléré. Accéléré, ça donne cette couleur noire, puis décéléré, ça donne cette lumière au bout. Ils voient leur dimension euh, informationnelle, énergétique, et ils sont intriqués à leur passé et parfois à leur futur. Voilà. Et donc, ça permet de donner un autre regard sur ces différentes étapes qui sont évidemment, comme toute classification, voilà, un peu rigides. Mais on voit bien qu'à un moment donné, ils peuvent voir leur futur. Alors, on pourra citer quelques exemples. Je pense, tu parleras peut-être de Pamela Reynolds, mais moi, j'ai un exemple qui m'avait frappé pour illustrer ça. C'est l'exemple de Will Murtaugh. Will Murtaugh, il vit en Angleterre, on est en automne 99, c'est un trader, donc métier très stressant. Il a l'habitude, après son travail, de faire du VTT le soir très tard. Et puis, ce jour-là, il y a une bourrasque de vent qui le projette dans l'océan. Et donc, l'eau est quand même assez froide, donc il lutte, il passe les étapes habituelles. À un moment donné, il a un sentiment de calme, de paix. Il panique plus du tout, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. Et puis, il se retrouve projeté sur le plafond de son salon. Il met un petit moment pour s'apercevoir que c'est son salon et il voit une scène étonnante. C'est que on sonne à la porte, sa femme va ouvrir avec ses deux enfants et on annonce qu'on a trouvé son corps et que probablement son mari est mort. Et à ce moment-là, il est confronté à soit il accepte de mourir, soit il veut pas mourir. Et donc, on ne triche pas à ce moment-là. On a une impulsion qui dit oui à la vie ou non à la vie. Et à ce moment-là, il dit oui à la vie et se retrouve dans l'océan de départ, où là, miracle, il y a un astronome amateur qui voit un reflet dans l'eau du fait de sa montre. Et puis, on arrive à le soigner in extremis, il échappe à l'hypothermie. Alors, ça l'a quand même perturbé parce qu'il a vu, en quelque sorte, le futur du lendemain, quoi. Et il a demandé, en faisant sa petite enquête, si jamais on avait retrouvé son corps, qui aurait prévenu? Il y a un planning, généralement. Il y a toujours des gens qui sont là pour prévenir, et c'était exactement la personne qu'il avait vue. Donc, il a fait une intrusion dans son futur. Alors, tu pourrais peut-être parler d'un cas qui met en échec les rationnels bêtes et bornés, ce que j'appelle les RBB, c'est l'exemple de Pamela Reynolds. Ah oui, Voilà, qui est un cas ben, incontournable. Pamela Reynolds, c'est le gravier dans la chaussure des Oui. matérialistes, hein, parce que ils ont bien du mal à digérer ça. Hein. Pamela Reynolds qui a été opérée donc d'un anévrisme du tronc cérébral sous hypothermie à 15 degrés et qui, d'après son chirurgien, parce que c'est voilà, c'est le chirurgien qu'il faut interroger Spicer. C'est pas les cahiers de bloc qui ont été trafiqués après, c'est le chirurgien. Et le chirurgien dit c'était totalement impossible que Pamela Reynolds soit en capacité de voir et d'entendre quoi que ce soit au moment où je l'ai opéré. Parce que, par exemple, les instruments en bloc opératoire, eh bien, pour faire cette réparation et pour faire cette opération, on ne les sort qu'en dernier moment pour éviter la contamination bactérienne et on les a sortis au dernier moment. Et au dernier moment, c'était déjà une période où Pamela Reynolds était profondément endormie et déjà en hypothermie. Donc, on ne passe pas comme ça de 37 à 15 degrés en claquant des doigts. Il faut vraiment faire une hypothermie progressive. Il faut que le sang soit réfrigéré, donc il y a une circulation extracorporelle qui se fait. Tout ça, ça se fait pas, voilà, en quelques minutes. Hein. Et Non. puis, alors certains ont dit, ouais, mais si elle les a pas vus avant, elle les a vus après. Ben non, elle peut pas les avoir vus après puisque on l'a pas réveillée au bloc opératoire. On Voilà, l'a exactement. réveillée en réanimation. On va pas.
attendre, on réveille pas quelqu'un à 15 degrés. Donc, il faut la mettre en réanimation. Elle est encore sous anesthésie générale. Il faut réchauffer le corps pour commencer un réveil. Donc, les instruments, il y a longtemps qu'ils étaient peut-être même décontaminés. En tout cas, la boîte a été pliée. Donc, elle peut pas avoir entendu non plus les Eagles. Oui, oui, hôtel californien, voilà. Hôtel californien, hein, c'est pas possible, hein. Donc, tout ça, évidemment, les détracteurs sont très mal à l'aise avec cette expérience, donc ils essayent de trafiquer. Le cahier de bloc a été sûrement trafiqué, et se reposer sur le timing qui est sur le cahier de bloc, c'est complètement stupide. C'est aussi stupide que de classifier les expériences de mort provisoire avec l'échelle de Grayson, et pourtant c'est ce qui se fait encore. Donc, c'est réducteur tout ça. Tout Alors, les expériences de sortie de corps, on les voit aussi dans d'autres états modifiés de conscience, et moi je les observe souvent, très souvent, dans les hypnoses que je pratique voilà, en groupe, puisque tu as toi-même participé, tu connais l'expérience. Et on a des gens qui ont vu des scènes qui se trouvaient à distance de leur corps physique. Je me souviens de cette expérience frappante de cette femme. On faisait donc cette expérience d'hypnose à Genève, et il y a une femme qui, à la fin de l'expérience, tu sais, on fait le Mm. partage des expériences, chacun parle un petit peu, en quelques minutes dit ce qu'il a vécu. Eh ben, elle nous dit, je suis désolé, je peux pas rester parce que je suis très troublée parce que j'ai vu mon fils. Bon, elle a vu son fils qui courait dans une grande surface. Il était revêtu d'une tenue improbable, un imperméable jaune avec un bonnet gris. Et voilà. Donc, comme on est censé voir les défunts, on peut comprendre son inquiétude. Alors, je l'avais rassuré. J'ai dit peut-être que euh, on a voulu vous montrer autre chose. Peut-être que bon. Mm. Et elle rentre chez elle. Au moment où elle rentre chez elle, elle gare sa voiture, et en même temps se gare la voiture de son mari qui était allé donc faire une petite promenade dans une grande surface à son fils, et son fils sort de la voiture et il était revêtu de cette fameuse tenue qu'elle ne connaissait pas puisqu'il venait de lui acheter, c'est-à-dire un imperméable jaune avec un bonnet gris. Donc tout ça veut dire qu'elle a pu délocaliser sa conscience, qu'elle a pu voir une scène qui se trouvait à distance de son corps, Mm. au moment où elle faisait cette expansion de conscience hypnotique. Donc, il n'est pas nécessaire d'être forcément en arrêt cardiaque pour avoir ces décorporations. J'ai d'autres exemples comme ça. J'en publie beaucoup sur ma page Facebook, et il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette capacité de voir des scènes qui se trouvaient à distance de leur corps physique au moment de cette expansion de conscience. Alors Alors, là, ça rejoint un petit peu ce que tu dis par rapport à ces possibilités que nous aurions par rapport à cet espace-temps. exactement. Je pense que quand notre corps physique est couplé à notre corps énergétique, eh ben, on vit au présent une réalité tout à fait ordinaire. Mais quand Mm. on fait une décorporation, à ce moment-là, le fait d'avoir un corps énergétique qui se découpe du corps physique nous donne des capacités qu'on n'a pas du tout. Il y a autant de différences entre la physique classique et la physique quantique que quand on voit une réalité ordinaire, quand notre corps énergétique est lié à notre corps physique et quand il y a décorporation. Donc, Mm. les gens sont capables de voyager, de traverser les murs, de voir ce qu'il y a sous la table d'opération. C'est ce que raconte Jean Morzel. Mm. Voilà, il Mais a... tu sais, on a l'impression que cette capacité, on l'a tous en nous. Oui, oui, bien Et, sûr. voilà, et il y a des circonstances où on peut la mettre en exergue, comme l'hypnose ou la transe, ou les expériences chamaniques. Mais les médiums sont capables. Il y a le cas de Nicolas Fraisse, qui est étudié par le Centre Noé à Genève, qui a été largement Mhm. commenté, hein, avec Sylvie Détiolas et Mhm. Jean-Claude Fourier, Jean-Bernard Fourier, qui ont pu faire des tests à ce jeune infirmier qui a été capable de localiser des cibles qui se trouvaient à distance. Et puis dans le projet Stargate aux États-Unis, on a utilisé des médiums pour localiser des centres nucléaires, des bases militaires russes ou des Ben, oui, ça correspond à ça. Enfin, hein? C'est des voilà, c'est c'est des des états de visualisations conscience. Et de c'est ce qui des se trouve états à de distance. conscience, voilà, des états de conscience modifiés qui amènent
des capacités quand il y a cette décorporation, contrôlée ou pas. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir des propriétés qui relèvent plus de l'ondulatoire. Vous voyez, notre corps physique, la corporéité est différente, donc on a une portée. Et Jean Morzel raconte qu'il a opéré en 49, le juillet Mmh. 49, et puis au cours de l'opération, il se voit en train d'être opéré, puis il va sous la table et il voit Art Messic de Saint-Étienne sur une plaque verte avec des lettres blanches. Et donc, il a témoigné de ce qu'il avait vu. Et d'ailleurs, Jourdan, qui est un médecin, pensait mettre des cibles pour tester. Donc, voilà, ça veut dire que... C'est Postel qui a fait ça, c'est pas Jourdan. C'est D'accord. Jean-Pierre Postel qui, lui, a vécu, puisqu'on en parlait, une expérience de mort partagée avec son père au moment donc où son père est décédé. Il était avec sa femme, son fils, et ils ont vécu à trois, ils étaient à trois, à vivre l'entrée dans le tunnel du père, du papa, Hmm. du grand-père et voilà et du beau-père. Euh, et c'est ça qui l'a transformé, cet homme, Jean-Pierre Posset, qui lui est aussi anesthésiste. Et c'est pour ça qu'il a eu envie de faire ses cibles au-dessus donc de son secteur de réanimation avec des enveloppes scellées. Mais j'avais parlé déjà de cette expérience avec Mario Beauregard et Samparnia, qui avait présenté en 2009 une expérience analogue. Ils voulaient mettre des cibles cachées au-dessus de personnes qui étaient susceptibles d'être réanimées pendant les arrêts cardiaques et pour voir s'il y avait, avec des images aléatoires qui défilaient sur des colonnes verticales, impossible de voir du lit, de localiser ces cibles et d'identifier ces cibles pour authentifier l'expérience d'expansion de conscience. Mais moi, je leur avais dit déjà, on en avait discuté de ça, à la fois avec Jean-Pierre Postel et avec Samparnia et Mario Beauregard, que c'était pas une expérience qui allait fonctionner. Parce que, pourquoi? Parce que d'abord, il faut que 40% seulement font les sorties de corps dans l'expérience de mort provisoire. Il faut que la personne soit réanimée et qu'elle ait envie, surtout ça, qu'elle ait envie de fouiller ou d'identifier une cible qui, par définition, est cachée. C'est pas du tout ça qu'ils ont envie de faire, les expérienceurs. Ils ont envie de quoi? D'être auprès de la personne qu'ils aiment, d'être, voilà. Et même, on peut s'étonner de ça. Parce qu'on a l'impression que, quel que soit l'éloignement géographique qu'il y a avec la personne concernée, la cible, eh ben, il y a cette possibilité d'être instantanément projeté. J'ai l'exemple d'une femme qui était en France et qui a vu à Cincinnati, dans son bureau, l'engueulade que son mari faisait à sa secrétaire, au même moment. Donc, elle a été projetée, voilà, Ben, dans c'est cette une sorte dimension-là. d'intrication, c'est-à-dire la Oui, distance n'existe pas. la Une distance n'existe intrication pas. temporelle, pas une intrication spatiale. Oui, on peut... Alors, est-ce que c'est temporel ou spatial dans ce cas-là? On bah, peut se c'est poser la question. à la fois temporel et spatial, C'est les c'est-à-dire deux. c'est les deux. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Parce que moi, par exemple, des gens qui accompagnent des défunts et qui partent avec eux dans le tunnel et qui restent, j'ai eu des témoignages aussi de gens quoi, qui ont vécu une mort partagée à trois, à Et puis, quatre. c'est un argument de plus pour dire que c'est pas un dysfonctionnement cérébral qui est responsable de l'expérience, puisque les personnes sont tout à fait saines de Enfin, corps et oui, oui, bien d'esprit sûr, il y au a pas moment où ils de, vivent ça. ils n'ont pas une biologie particulière ou une Ben non, hypoxie ou voilà une réaction biochimique qui ferait que leur parce que cerveau. actuellement, il y a une crispation là-dessus. Essayer d'expliquer tout par le cerveau. Et je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y avait, il y a à peu près 3 semaines, un nouvel article sur Le Figaro qui disait, Eureka, on a trouvé la solution. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient une décharge électrique neuronale au moment de l'expérience. Et c'était le serpent de mer, chaque fois ça revient. Donc, il y a une décharge électrique neuronale cérébrale et ça serait l'explication de cette hyperconscience. Et d'ailleurs, c'est en 2018 que ça a commencé. Il y a eu ces fameux rats du Michigan où il y avait l'expérience faite. Donc, c'est des anesthésistes qui avaient fait ça en plus, des confrères anesthésistes. Ils avaient injecté du chlorure de potassium à des rats pour les tuer, après les avoir endormis. Et en même temps, ils avaient mesuré l'activité électrique cérébrale. Et ils avaient vu effectivement que dans un certain nombre de cas,
Et il y avait une excitation, une hyperexcitation Mmh. neuronale et donc ils se sont dit: «Voilà, on a l'explication». Mais ça aussi, ça ne tient pas parce que on n'a pas interrogé les rats pour savoir s'ils avaient vu Dieu ou s'ils avaient vécu une EMI, ni les personnes, récemment, mis en exergue dans l'expérience du Figaro et en plus, il y a aucune corrélation entre l'activité neuronale et les performances de la conscience puisqu'on retrouve ça dans l'épilepsie. Dans l'épilepsie, il y a une Oui, décharge électrique comme ça ouais, tout à fait anarchique, mais les gens ne vivent pas pour autant une NDE. La plupart du temps, au contraire, il y a une amnésie rétrograde dans l'expérience. Donc, c'est pas ça l'explication. C'est pas parce qu'on on a un corrélat neuronal documenté lors de la mort clinique qu'il y a l'explication de la oui, ça délocalisation a de la commencé conscience et avec de Olaf, l'expérience. Olaf Blanke qui avait Oui, dans le gyrus exposé, angulaire droit. voilà, voilà, au niveau du Mm, gyrus angulaire. Après, il y avait Dick Doribler aussi qui ouais, montrait qu'on pouvait, en stimulant certaines zones du cerveau, il y a le procuneus droit, le gyrus angulaire et mm. l'hypothalamus postérieur, on peut provoquer des décorporations. Les gens se voyaient décorporés. Mais Enfin, c'est... c'est pas tellement une décorporation dans cet exemple-là, c'est une sensation d'être décalé par son corps. Et les personnes n'ont jamais pu dire ce Ah qui se oui, passait dans une autre pièce ou à distance ou à très grande non, non, distance ils de n'ont leur pas corps les par ce moyen. propriétés qu'on a dans la NDE, donc c'est Euh, vraiment quelque chose, mais dont la portée est, on est bien d'accord, on limitée. appelle ça en médecine la vision otoscopique externe. C'est La ça. vision, et ça n'a En rien à 300, voir avec ce qui se passe non, en plus, dans l'expérience, rien à voir. Parce que dans l'expérience, les personnes, encore une fois, peuvent voir ce qui se passe à distance et à très grande distance de leur corps physique. ah bah oui, puis ils peuvent, Traverser l'Atlantique pour voir ce qui se passe dans un bureau ou- à ou- Cincinnati où le mari engueule la secrétaire, oui, ou par Morzel qui exemple. a traversé le mur et il a vu derrière, il y avait des vélos à côté de la salle d'opération, Oui, le alors parc qu'il à avait vélo. jamais. Ou Pim Hmm. Lamdomel qui raconte qu'un de ses patients, à qui on avait enlevé le dentier, a fini par le retrouver. Il savait quelle infirmière, il était dans un état de perte de Ouais. connaissance et il savait très bien qu'il avait pris. Donc on voit bien qu'on a affaire à une autre, c'est intéressant, physique et un autre rapport au réel que celui qu'on a l'habitude de voir. Et donc, évidemment, ça rappelle des propriétés occultes ou paranormales. Et c'est ça où, effectivement, la science officielle a du mal parce elle a peur de sombrer dans une forme d'irrationalité. Pourtant, les expérienceurs nous montrent que on peut changer d'état. Et je pense que la clé, c'est l'état de conscience modifié, que ce soit l'état de conscience chamanique ou l'état de conscience modifié suite à une hypnose, ou l'état de conscience de mort provisoire, c'est des états de conscience modifiés, ou la médiumnité est un état de conscience modifié, ou le rêve qu'on fait chaque nuit est un état de conscience modifié. Où on Euh, parle aussi du futur dans le rêve, les rêves mais bien sûr, prémonitoires. bah, il y a des Ils rêves sont prémonitoires, on connus. pourrait s'en passer, il y a des scènes alors c'est plus compliqué parce qu'il y a toute comment dirais-je, l'univers onirique qui vient s'ajouter, mais on a dans les rêves des capacités de d'anticipation, voilà, les rêves Alors, prémonitoires. est-ce que c'est, toi peut-être tu vas pouvoir répondre à ça, est-ce que c'est avoir accès à des futurs potentiels que l'on va pouvoir influencer par son libre arbitre en recevant l'information dans ce genre d'expérience? Peut-être que on va pouvoir modifier son futur en ayant une information sur un futur potentiel. En tout cas, c'est les objectifs des consultations chez les voyants. Est-ce que, Oui, bah, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, je vais modifier parce que je connais l'information. bah, le but, c'est, faut toujours dire qu'une voyance, on met la personne face à des potentialités futures. C'est pas une science exacte. Donc, si la personne accorde beaucoup de crédit au chaman, elle risque d'actualiser la potentialité. Donc, c'est pas du tout le but. C'est de montrer qu'il peut y avoir une potentialité faite en sorte de ne pas l'actualiser. Il y a un exemple célèbre, c'est Stravinsky. Stravinsky, on lui avait annoncé qu'un jour de l'année, il allait mourir. Donc, ce jour-là, il a décidé de rester au lit. Puis, il a eu une envie pressante. Il s'est levé et puis il a trébuché. Il s'est fracassé la tête dans ses toilettes. Donc, est-ce que, voilà, ça aurait dû rester potentiel ou il a tellement apporté de crédit à sa voyance qu'il a fini par l'actualiser. Alors, comme disait Francis
Blanche, j'ai arrêté d'aller voir ma voyante, j'ai frappé à la porte, elle a répondu qui est là. Oui. Ben, si on a accès au futur, ça peut mais c'est pas pour autant, parce qu'il y a des gens à l'extrême qui vont te dire, bon, puisque tout est écrit, lâchons prise et laissons aller. Ben, moi, je crois pas du tout à ça, Non, parce non, que non, 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 non. non, non, mais tu vois, tu as des gens à l'extrême, je caricature, mais qui vont dire, comme voilà, dans l'exemple que tu as donné, de toute façon, ça allait mal se passer ce jour-là, même en restant au lit, quoi. Donc, moi, je pense quand même qu'il faut, on peut influencer, le lâcher prise, c'est à la mode aujourd'hui dans les grands Hmm. coachings, le lâcher prise. Mais il faut pas exagérer parce que si vous êtes au volant de votre voiture et que vous lâchez le volant, vous allez avoir des problèmes. Ça, je vous le dis. Oui, oui, oui. Donc, C'est même une voyance exacte, là. voilà. Donc, je pense quand même qu'il ne faut pas totalement lâcher prise, surtout en disant que le futur, voilà, est écrit de toute façon, il faut se laisser faire. Non, On a mais quand même notre part de libre bah, arbitre. c'est intéressant parce que ça veut dire que, par exemple, en physique quantique, il n'y a pas un futur, mais des futurs. Il y a des Hmm. états superposés. Donc, ça voudrait dire que le futur est multiple et que le voyant va peut-être voir une de ses potentialités, mais on a toujours le libre arbitre de l'actualiser ou pas. Mais en tous les Oui. cas, ça nous amène à considérer que le futur puisse faire le présent et non pas l'inverse, que le présent fait le futur. Ah, oui. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant chez les expérienceurs, c'est qu'ils nous montrent que les modélisations du temps que nous vivons tous sont à la fois des croyances et puis des obligations du fait qu'on est dans un espace-temps, que notre corps physique est lié à notre corps énergétique. Mais on voit bien que quand on sort de nos croyances, qui est une forme, la croyance est un état de conscience modifié aussi, hein, voilà, on a Oui. accès à d'autres choses. Alors, effectivement, c'est c'est une invitation, c'est un changement de paradigme. D'ailleurs, il y a un livre de Raymond Moody où il dit on n'a pas la logique, tu le disais, pour pouvoir appréhender ces phénomènes. On est un peu démunis. Et le philosophe anglais David Hume avait déjà posé le problème parce qu'il disait on n'a pas de preuve qu'il existe une vie après la vie, mais on n'a pas non plus de preuve qu'il n'en existe pas. Et on est démunis puisque c'est des phénomènes qui n'obéissent pas aux logiques qu'on a l'habitude de manier dans la vie quotidienne. Donc voilà, c'est un type de logique particulier. En tous les cas, voilà, on ne va pas expliquer toutes les étapes des NDE par la mécanique quantique, mais ce qui est intéressant en mécanique quantique, on peut s'en inspirer, c'est que le futur est multiple. Et donc, quand les gens, bah, moi je me souviens, j'avais fait une conférence sur la NDE, et puis alors, c'est là où j'ai vu qu'il y avait une forte croyance, c'est que cette histoire de temps qui n'existe pas, des gens qui avaient fait une NDE avaient vu leur fils avoir leur examen, enfin, le bac bien avant, 3 ans avant. Il y avait plein de choses. Quelqu'un avait vu qu'il allait écrire des livres. Voilà, ils voyaient leur futur. Et puis, ce qui était quand même très troublant pour eux, c'est que ils avaient cette idée que le temps est unique et donc ils avaient du mal à comprendre. Ça donnait pas sens et cohérence complètement. Et ils avaient un petit malaise parce on faisait pas de la haute couture, mais du prêt-à-porter, quoi. C'est-à-dire, on colle sur un modèle du temps tout à fait classique des expériences extraordinaires. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est maintenant d'utiliser ces gens comme des instruments humains, comme on a utilisé le microscope ou des satellites pour pouvoir voir le cosmos. Et ces gens, si on prend au sérieux leurs témoignages, bah, c'est une invitation à changer notre modélisation de l'espace-temps. Ça veut dire que il y a d'autres espaces-temps, que les états de conscience modifiés nous permettent d'aller rencontrer ces espaces-temps, que le temps n'est pas unique, que le futur précède le présent, que le présent peut agir sur le passé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et que les polarités Est-ce passées, que, présent, futur pardon, excuse-moi. interagissent de façon, euh, comment dirais-je, en interaction duelle multiple. Oui, Est-ce que tu connais ce livre, Ce souvenir du futur, écrit par oui, Romuald Le oui, Terrier oui, oui, et oui, Jocelyn Morisson? Ça va oui. tout à fait dans ce sens-là.
Oui, en oui, fait. bien sûr, mais il y a plein de physiciens théoriciens qui ont modélisé le temps différemment, mais il n'y a pas eu d'écho, sauf parce que, bon, ça permet de... Par exemple, moi, au départ, j'ai travaillé sur le temps pour reformaliser la mécanique quantique. Mais j'ai trouvé que cette nouvelle formalisation m'a permis de comprendre certains aspects des NDE, ça m'a permis de comprendre la médiumnité, la voyance. Donc, au départ, ça avait un objectif purement physique, mais puis par la suite, bah, ça s'est déployé. Parce qu'évidemment, tout est temporalité. Donc, oui, oui, c'est basé sur la modélisation temporelle de Philippe Guillemot. C'est une vision hein, du temps. Et voilà, je partage pas tout à fait cette vision, mais en tous les cas, ça a au moins le mérite de montrer que le temps, c'est pas du tout ce qu'on en dit. Et donc, c'est pour ça Mm. que je dis, quand notre corps physique est lié à notre corps énergétique, on vit selon les lois de la physique classique, entre guillemets, mais quand on connaît un état de conscience modifié qui entraîne un découplage, bah, à ce moment-là, on est dans d'autres physiques que celles de la physique classique. C'est pas strictement de la physique quantique, c'est une physique informationnelle et on a accès à ça. Mais évidemment, on retrouve ça puisque historiquement, Pindar disait avant, c'était avant l'incarnation, savoir, c'est voir, ici, c'est se souvenir. Donc les gens Mm. faisaient bien la distinction entre ce que tu disais, quand on fait une NDE, ils ont accès à toute la connaissance et la frustration, quand on vient ici, c'est déjà de vivre une connaissance réduite et un amour réduit. Et donc, dans le Ouais. problème du témoignage, et puis ne pas être compris par ses contemporains, et ça fait beaucoup de choses. Donc, ça a une répercussion sur la conduite de vie, puis c'est une nouvelle perspective de la vie et de la mort. Et puis, ça confirme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une vie après la vie. De toute façon, ça serait quand même assez étrange qu'il n'y ait pas quelque chose après la vie, puisque avoir développé de la finesse, de la connaissance et aller rejoindre le néant, l'univers, il a une certaine cohérence et je vois pas les choses comme ça. Par contre, on peut se poser la question, on a ça dans la Bible, les anges ont accès à toute la connaissance du divin, mais ils peuvent pas agir sur la matière. Nous, on a le privilège d'agir sur la matière. Et par contre, on n'a pas toute la connaissance que peut avoir un être non incarné. Donc, avant, on l'avait, l'incarnation, on le perd pendant l'incarnation et on retrouve, si ça se passe bien, après la fin de la vie incarnée au moment de la mort. Mm. Donc, La matière et voilà. la conscience. Mais il y a un C'est seul le chiffre, grand. on ne va pas abreuver nos auditeurs d'un seul chiffre, mais pour une particule comme le proton qu'on trouve dans l'atome, au centre de l'atome, le noyau nucléaire, il y a 1 milliard de particules lumineuses qu'on appelle photons. Donc, de toute évidence, dans l'univers, c'est la lumière qui est abondante et le proton qui exprime la matière qui est rare. Et un atome, c'est vide à 99,9 999 999%. Donc, quand les gens se réclament d'une philosophie matérialiste, ils se réclament du petit pourcentage. Après le zéro, il y a 6 zéros, il y a un. Donc, c'est pas très crédible. Alors, les gens, quand ils meurent, ils sont frappés par la lumière, une lumière qui a une couleur particulière qui ne correspond à rien de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je pense que on a oublié, on a complètement inversé sur Terre, on a glorifié la matière et on a rendu la lumière comme quelque chose de secondaire. En tous les cas, il y a une primauté de la matière sur la lumière. Tu as raison d'insister parce qu'on n'a jamais trop fouillé là-dessus sur quelque chose qui est voisin de la lumière, puisque c'est ondulatoire aussi, c'est sur les sons. Oui. Et il y a un expérienceur connu qui s'appelle Gilles Bédard, qui a été président de Jans Québec, Mhm. qui lui a eu essentiellement une expérience sonore et dans son NDE, dans son expérience de mort provisoire, pardon. Et il essaye de, il essaye de refaire musicalement, parce que c'est un musicien aussi, Oui. de retranscrire ce qu'il a vécu lors de son expérience à travers la musique. Et c'est cette musique qu'il a transcendée, qu'il a bouleversée. Et donc, il a recherché à travers un certain nombre de musiciens comme Stephen Roche, c'est l'équivalent, mais il n'a jamais trouvé l'équivalent. Alors, est-ce qu'il y aurait
d'un point de vue physique aussi, une corrélation entre l'expérience musicale et, Oui, euh, et, et cette expansion de conscience. oui, je pense. Je pense, par exemple, dans les classifications, avec toutes les réserves qu'on a déjà dit sur les classifications, mais dans les morts partagées, il y a une première étape qui est une transformation topologique de la pièce. Elle semble s'allonger tout en s'écrasant. Puis après, Mhm, il y a une incursion dans une lumière mystique. Et puis, dans la troisième étape, il y a des sons et des musiques qui mettent l'individu dans un état de pureté, d'amour et de calme. Et puis après, bon, bah, il y a une décorporation. On est dans un jardin idéique ou édénique, et puis après, bon, il y en a un qui meurt et l'autre qui reste. Mais dans ces étapes, on a plus insisté, en tous les cas, dans l'ouvrage de Raymond Moody et Paul Perry, ils insistent bien sur ces musiques. Et donc, le son, parce qu'un train qui se rapproche d'une personne statique sur un quai, bah, c'est comme un ressort qu'on va, comment dirais-je, comprimer ou décomprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Le son mhm, va varier en fonction du train qui se rapproche de nous. On va le comprimer ou le décomprimer. C'est ça qui donne les sons graves et aigus. Donc, si on change de temps, ça doit avoir une incidence sur la lumière. C'est pour ça qu'on passe de l'obscurité à la lumière au fur et à mesure, et les sons aussi. mhm. Voilà. En même temps. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est comme ça qu'on a vu que l'univers était en expansion, parce qu'il y a un décalage vers les grandes longueurs d'onde, ce qui est l'équivalent des sons graves, puisque quand le train s'éloigne de nous, c'est comme si on avait étiré la longueur d'onde, et quand il se rapproche de nous, on la comprime. Donc on Mhm, perçoit un son aigu, parce que la distance, tout le monde sait, le nombre, c'est un sommet, un creux, un sommet, un creux, sommet, un creux. Alors on a des ondes lumineuses, électromagnétiques, acoustiques, mécaniques. Et la distance entre deux sommets ou deux creux successifs, ça s'appelle une longueur d'onde. Donc, quand le train se rapproche de nous, bah, il est en vitesse par rapport à un observateur fixe. Donc, il y a une espèce de raccourcissement de la longueur d'onde et un étirement de la longueur d'onde. Donc, pourquoi ne pas envisager que le fait de changer d'état de de conscience, c'est dimension. changer de temps, et ça veut dire une influence sur tout ce qui est ondulatoire. Donc, ça expliquerait ces distorsions sonores qui sont mentionnées dans la quatrième étape de Raymond Moody, et puis dans la troisième étape des morts partagées, toujours par le même Raymond Moody, où les gens disent qu'ils ont entendu des musiques mystiques qui viennent d'autres fois. Et c'est peut-être ce que les pythagoriciens appelaient la musique des sphères célestes, c'est-à-dire que peut-être qu'on a accès à une audition mystique, on a l'oreille mystique et on entend l'imperceptible, l'inaudible, l'ineffable. Voilà, c'est Mhm. toutes ces dimensions qu'on n'a pas auxquelles on n'a pas accès quand on est dans un état de conscience ordinaire. Donc, Alors, on peut se servir des sons aussi pour provoquer cet état de oui, conscience modifié, oui, oui, puisque tout à fait. Étienne Dupont, qui travaille avec moi, que tu connais, Mm. fait un gros travail là-dessus. Et il a remarqué que bon, les sons graves, d'ailleurs on le retrouve dans les ohms, Oui, dans oui, les vols chez les tibétains, bouddhistes. Mm. chez les bouddhistes, ben, tout ça, ça a tendance à faire décoller, alors que les aigus, les petits trucs comme ça, ont tendance à refaire mettre en conscience. Et les gongs qui sont Mm. donnés dans les prières pour rythmer sont faits là pour existent pour refaire revenir les personnes Mm, en mm. conscience pour pas qu'ils s'endorment tout à fait. Et ensuite ils repartent dans les om, blom, 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 dans leur prière, dans leur mantra. Et de temps en temps il y a un gong comme ça. Ting. Ben, Étienne Dupont a utilisé ça et on s'aperçoit que les progrès qu'on a eus dans les résultats en hypnose ont montré que cette alternance de grave et d'aigu, de percussion avec des gongs, etc., à un moment donné, où les gens s'endormaient, ou avaient tendance à s'endormir, eh ben ça favorisait vraiment les expériences que l'on connaît en TCH, en transcommunication hypnotique. Donc, Oui, oui, moi j'en suis ça persuadé. rejoint tout à fait ça. Voilà, l'Institut Monroe, quand on faisait percevoir entre l'oreille droite et Mhm. l'oreille gauche une différence de Oui. 5 décibels, ça mettait le cerveau en onde θ, Mhm. par exemple, ou en onde Oui. delta. Donc, voilà, donc parce que le cerveau, il fonctionne en stéréophonie. Donc, s'il y a 5 décibels de différence quand on parle
normalement, c'est 65 décibels. Donc, s'il y a 65 de l'oreille gauche et 60 de l'autre, il y a 5 décibels de différence. Donc, le cerveau complète. Et donc, ça met le cerveau dans des états de conscience modifiés. Mais c'est vrai que le but des sons graves, c'est de mettre la personne dans un état de conscience modifié, une sorte de mystique tibétaine ou bouddhiste. Et puis après, il faut bien ramener les gens, parce que si on les Mmh. laisse éthérés, ça va pas. Donc, c'est des Il faut sons les ramener aigus, après. il faut les ramener. C'est toute la Ouais, difficulté quand on a des gens qui sont dans des états de conscience modifiés, il faut quand même les ramener, quoi. Et donc, ouais. le son serait comme un interrupteur on-off. On, bah, c'est des sons graves qui amènent une facilité à la décorporation finalement. Et off, bah, c'est les sons aigus qui ramènent la personne euh, dans son corps et qui l'amènent à retrouver sa personnalité avec une conscience enrichie. On Voilà. peut le faire également avec la vision. Il y a Oui, même maintenant des lunettes qui sont commercialisées là-dessus, en mettant des flashs lumineux de différentes couleurs pour faire, comme les sons finalement, pour faire déconnecter le cerveau de son analyse, de sa fameuse conscience analytique cérébrale, pour être en expansion de conscience vers la conscience intuitive extra-neuronale. Voilà. c'est ça. C'est Bah, c'est ce que voilà, je on a pense. deux. Il y a, bah, c'est ça le paradigme, c'est il existe une conscience extra-neuronale, qu'on peut appeler intuitive extra-neuronale, et une conscience analytique cognitive ou cérébrale. Et c'est pas du tout la même chose. Mm. Voilà, c'est deux mondes différents. Donc effectivement, si on arrive à anesthésier la conscience analytique cérébrale, eh ben, on laisse la place à la conscience intuitive et extra-neuronale. Et donc, à ce moment-là, bah, on a un autre rapport au monde. Mm. Tout ça est cohérent parce que on a toujours utilisé l'hypnose. C'est pour ça que des changements de lumière, des sons, on a des grottes en Inde où quand on rentre dedans, il y a des distorsions sonores. Donc, ça facilite, quoi. En fin de compte, toutes ces approches sont des facilitateurs pour que la personne se mette dans un état de conscience modifié. Mm. Mm. Voilà. Il n'y a Donc, pas que la fumette, non, non, bah non, non, que il n'y a pas que la fumette l'ayahuasca, ni le l'iboga. Ricard. Bon, ça peut amener des états de conscience modifiés, mais bon, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Et Non, voilà. mais les expériences chamaniques avec les plantes comme l'ayahuasca ou l'iboga, eh ben, Oui, on rejoint ça. Stanis Berghoff a montré aussi avec le LSD. Enfin, je oui, déconseille de oui, faire ces expériences. Mais on a vraiment, quand on lit les témoignages de personnes qui ont bien voulu raconter leurs expériences, on a vraiment l'impression quoi. On a accès à cette dimension en dehors de l'arrêt cardiaque, quoi. C'est possible d'y accéder, des expériences de mort partagée dont on a parlé, mais aussi les expériences de transe chamanique, les expériences d'hypnose. On peut vraiment accéder à oui, cette oui. expansion de conscience pour devenir hyper conscient. Et ça, c'est Ben, quand même nouveau. je pense que bon, au Gabon, on utilise beaucoup l'iboga tabernacle, Oui. qui est une plante onirophrénique, donc elle fait défiler sa vie, mais sous l'angle de ses problèmes. Donc, Mm. voilà. Et on peut faire un arrêt sur image, et comme ça, on s'est rendu compte que c'était une excellente façon d'amener les gens à décrocher de la dépendance, l'addiction à la drogue. Mais dans l'esprit des Babinzi et des Mitsogo, une ethnie du Gabon, on a, comment dirais-je, on va visiter Butui, c'est le pays de la mort, le pays des ancêtres. C'est comme si on faisait une NDE pour se désensibiliser de la peur de mourir, quoi. Donc c'est une forme de Un petit peu NDE. comme la TCH, c'est la même chose. Oui, oui, voilà. C'est le Et même ben, principe. On va visiter l'autre côté pour se rendre compte que ça va ben, bien, on va quoi. visiter l'autre côté, et donc c'est vrai que si on veut progresser assez loin dans les initiations, il faut se débarrasser de cette peur princeps, qu'on dit principale de la mort. Donc effectivement, ça a pour but de ça, puis on visite sa vie. Et donc, Mm. ça a été, on l'a oublié, dans les années 50, il y avait un produit qui s'appelait le Lambarène, qu'utilisaient les coureurs du Veldiv, qui était de l'iboga, à raison de quelques grammes. Et puis après, bon, évidemment, ça a été interdit, mais l'iboga tabernacle, quand on le prend à la concentration de quelques grammes, on peut rester éveillé pendant plusieurs jours sans les effets
dépressifs que l'amphétamine occasionne après l'arrêt de la prise. Et après, voilà, mais tout ça doit être bien cadré. C'est pour ça que il faut regarder le poids de la personne, son profil psychologique pour lui donner la bonne dose pour qu'elle puisse faire son propre voyage. Et un psychiatre du nom d'Aranjo s'est rendu compte que en voyant défiler sa vie, on peut des fois trouver une scène qui nous permette de comprendre pourquoi on a été vers la drogue. Parce que effectivement, on se drogue parce qu'on est mal dans sa peau, souvent. Et bon, on peut sortir de la drogue, mais ça marche pas. 9 fois sur 10, les drogués rechutent avec des drogues dites de substitution, Subudex, méthadone. Mais euh, même si on arrivait à vaincre la dépendance au sens addictif du terme, pharmacologique, il reste la dépendance psychologique. On fuit ces problèmes. Et donc là, on les voit défiler. Alors l'ayahuasca aussi, mais ces plantes dites de pouvoir sont des plantes qu'on utilise pour parachever son évolution spirituelle. On ne prend pas ça quand on est mal dans sa peau. Si vous avez quelqu'un qui vous dirige bien, il vous dira non, c'est pas possible, tu peux pas prendre cette plante parce que ce qu'on va visiter, c'est le pays de ses peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de son mal-être. Donc on va l'amplifier, quoi. Donc Ben, c'est oui, l'origine de toutes les psychoses, toutes les névroses. Lorsqu'on trouve le traumatisme initial, on le guérit, quoi. oui, oui, c'est ça. Et donc, moi, ce que je fais en hypnose, je fais aussi d'autres ateliers de programmation cellulaire hypnotique en deux parties, en fait. La première partie consiste à retrouver ça. C'est-à-dire que sous hypnose, les personnes vont identifier les blessures de leur âme, pas de leur Mhm. chair, mais de leur âme, c'est-à-dire les blessures vécues pendant la vie fétale, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, la vie adulte, mais aussi les traumatismes et les blessures vécues dans des vies antérieures, et aussi tout ce qu'on se trimballe dans nos gènes comme traumatismes et blessures de nos ancêtres en transgénérationnel. Tout ça est identifié sous hypnose, et une fois que c'est identifié, ben ça y est, c'est fini, c'est soigné, mais on l'envoie dans la lumière d'amour inconditionnel, avec le pardon par-dessus. Dans la deuxième partie que je leur fais faire l'après-midi, ça c'est la première séance le matin. Dans l'après-midi, on fait ça c'est la déprogrammation cellulaire hypnotique, et on fait une reprogrammation cellulaire hypnotique où on recharge l'énergie de la personne en se servant des chakras, en se servant des courants circulatoires énergétiques des méridiens d'acupuncture et en dédiant des soins dans des zones que l'on sait faibles. Par exemple, des personnes qui ont des douleurs thyroïdiennes ou des maladies hépatiques, etc. Eh bien, la personne va pouvoir cibler les soins sur la zone anatomique dédiée. Ben, déjà, les premiers résultats, on n'a fait ça qu'une fois, hein. Mais on a vu, puisque moi j'aime bien faire des expériences, on a vu les résultats déjà, que des gens étaient guéris d'un certain nombre de pathologies ou apaisés par rapport à certaines Oui, douleurs. oui, Voilà. il y a Donc dans voilà. le film de Pierre Barnerias, il y a l'exemple de Anita, euh, Oui, oui. qui, suite à une DNDE, a vu son cancer, un cancer assez avancé, puisqu'il Dans le était... film Thanatos. Oui, oui, Thanatos, l'ultime, Ouais, ouais, je crois que c'est l'ultime voyage. ouais. Oui, c'est des guérisons, on peut dire spirituelles. On cite l'exemple, un homme avait un cancer généralisé, il avait demandé à voir une guérisseuse très connue dans les années 33. Je crois qu'on est précisément en 33, à la foire internationale de Chicago. Et la guérisseuse lui a demandé de parler du divin. Et donc, il a parlé comment il concevait le divin, et le lendemain, il n'y avait plus rien. Et donc, c'est un exemple célèbre qui est donné par Joël Goldschmidt. Donc, c'est un accès à la dimension lumineuse informationnelle de tout être humain, puisqu'on vit simultanément sur deux plans. On est incarné et on vit simultanément, mais de façon non incarnée, d'un point de vue informationnel, dans un autre espace-temps. Et donc, quand on arrive à contacter cette vision, eh ben, on peut obtenir des changements spectaculaires. On Alors, ça me retrouve fait ça dans. penser à la phrase de Jean Cocteau qui disait finalement les choses inexplicables sont des petites déchirures dans le rideau
qui sépare le Nos réel. demandes. Voilà, c'est ça. Voilà, ils voyaient ça comme le Ouais. rideau d'un théâtre qu'on ouvre. Et les choses inexplicables, imprévisibles, paranormales sont des petites déchirures dans la protection, la gaine de protection qui nous sépare du réel. Ah oui, il y a plein de choses je pense, à découvrir. Je pense que on est dans une période où on nous parle de l'homme augmenté, mais un homme augmenté à coup de puces, d'exosquelettes, etc., quoi, voilà. C'est le Voilà. danger, le transhumanisme et Et les l'intelligence dangers, artificielle, voilà. Et donc, on c'est nous le ramène danger. dans un hyper matérialisme. Et Mm. effectivement, l'homme a encore des dimensions à explorer. Paul Valéry avait dit le temps du monde fini commence quand on avait fait le tour de la Terre. Effectivement, on avait été, grâce à tous ces explorateurs dans l'Antarctique, euh, à gauche, à droite de la Terre. Donc, on n'avait plus rien à découvrir au sens exotique du terme, mais on a encore tout un univers à découvrir dans ce monde invisible. Et on est loin d'avoir fait le tour des dimensions augmentées, mais réellement augmentées au sens spirituel du terme, augmentées au sens non matériel du terme, que l'homme peut mettre dans sa vie, quoi. Donc, c'est deux façons de voir les choses. Il y en a une qui est une façon de doper l'homme et de le rendre dépendant et le scotcher dans l'hypermatérialisme, avec à la clé la peur de la mort, supprimer la mort, dit-on, ou ralentir le vieillissement. Et de l'autre, bah, c'est une autre façon de vivre pleinement sa multidimensionnalité. En tout cas, les espérances de mort provisoire, ben, c'est un des moyens de nous montrer dans quelle direction il faut aller. Puisque le sujet, c'est l'expérience de mort imminente ou provisoire, je pense que c'est ça la grande leçon qu'il faut tirer de ces espérances, c'est que on nous montre une direction qu'il faut aller, c'est vraiment la direction de la spiritualité. C'est pas du tout la direction du transhumanisme et de l'intelligence artificielle qui sont les dangers, à mon sens, les dangers de là, vraiment, on est à la croisée des chemins. On est en train de voir que le monde matérialiste s'effondre. Et moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que on va dans la bonne direction parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en éveil de conscience. Oui, oui, tout à fait. Il y a, on est en train de démontrer par A plus B, presque de façon rationnelle, que la meilleure voie, c'est l'irrationnel. Oui, oui, Ça peut paraître l'irrationnel fou, mais d'aujourd'hui au sera sens, le rationnel de demain. Oui, oui, voilà, voilà, oui, oui, voilà, tout à de fait. ce Et que puis, les autres appellent l'irrationnel. oui, puis surtout le sens de la vie, c'est-à-dire que les gens, quand ils ont fait une NDE, ils ramènent le témoignage de l'amour comme étant quelque chose qu'on doit mettre dans notre L'essentiel. Mm. l'amour des autres, essayer d'être animé par l'amour et non pas par une espèce de d'ambition matérialiste, quoi. Voilà. Ah Ouais, ben, l'être de lumière, hein, il dit, qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres? Voilà. Il c'est ça. semblerait que ça soit ça, notre véritable mission de vie, c'est de donner de l'amour aux autres, de façon tout à fait De l'amour, gratuite, de l'importance, inconditionnelle. oui, oui. Mais Voilà. c'est pas étonnant parce que un psychologue qui s'appelle Carl Rogers avait montré que la plupart des couples divorcent parce qu'il y en a un qui n'a pas reçu de l'amour inconditionnel et de l'attestation de ce qu'il vit. Et Mm. donc, bah, les NDE nous ramènent aussi à un amour inconditionnel et puis une attestation aussi de ce qu'ils ont vécu. Et c'est ça qui est peut-être difficile. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses, même si effectivement les NDE ont progressé, ont popularisé et ont rendu crédibles ces expériences, il y a encore plein de choses à ajuster, notamment à ces histoires de temps qui m'avaient surpris parce que lors de la conférence, il y avait plusieurs personnes qui avaient fait une NDE 4-5 et ils étaient très troublés parce que ce qu'ils vivaient n'avait pas d'explication. Vous voyez ce que je veux dire? Comment, par exemple, expliquer qu'on a vu son fils avoir son baccalauréat 3 ans avant qu'il pense et qu'il le passe avec la mention, comment comprendre qu'on a vu sa vie défiler. Voilà, et des scènes qui étaient complètement oubliées. Donc voilà, pour ça, on peut dire que c'est le développement personnel le plus rapide du monde. On pourrait l'appeler le développement Lucky Luke, Le puisque problème qu'on a, c'est que euh, on a tendance à vouloir accepter que ce qui est explicable ou expliqué. Mais non, il y a des choses qu'on n'expliquera jamais. Et c'est le problème de la science actuelle qui est à dominance matérialiste, c'est que pour considérer un phénomène acceptable, il faut qu'il soit mesurable et reproductible. Or, il y a plein de choses qui ne seront jamais mesurées
ni Et jamais reproductible. On pourra reproductible. jamais On n'a jamais, mesurer l'amour, on n'a jamais reproduit la création de l'univers, non, et ni pourtant tout ça existait bah oui, c'est par exemple, et existe. on dit que si Dieu devait se présenter pour entrer dans un institut de recherche, il pourrait pas y rentrer. Il a créé la vie, mais c'est pas reproductible. Donc la vie n'est pas un sujet Oui, scientifique. exactement. Bah oui, il y a une chose est scientifique quand elle est reproductible, et ça c'est discutable, mais surtout quand elle correspond, comment dirais-je, à l'esprit du temps. Vous voyez, par exemple, l'homéopathie, c'est confronté à ça, même si c'est reproductible, et c'est pas le cas de toutes les études qu'on peut faire sur ces phénomènes, il faut encore que ça corresponde à une explication du moment. Et si ça correspond pas Oui, à une explication du moment, on bascule dans l'idéologie, c'est-à-dire on refuse parce qu'il n'y a pas d'explication qui soit acceptable. Il n'y a pas le fameux consensus qu'on met en avant depuis la crise. Ce fameux consensus, c'est amusant parce qu'en philosophie des sciences, quand il y a un consensus, c'est là où la science est en panne. La science est par mm. définition, elle avance par des polémiques, par des controverses, elle avance pas parce qu'il y a des consensus. Le consensus, on a tout figé, on a arrêté, quoi. Les C'est d'ailleurs consensus, très préjudiciable, ça. Très préjudiciable pour l'humanité, pour les malades, parce que quand on a l'homéopathie qui marche, et ça a marché depuis des décennies, pourquoi ça marcherait plus? Parce qu'on n'explique pas, comme tu dis. Il y a tout un tas de choses qu'on n'explique pas. Comment un magnétiseur est capable de faire passer un zona, comment un barreur de feu est-il capable d'avoir une action cytologique sur la peau et une amélioration des brûlures. On l'a constaté, on constate que ça marche, mais comme on n'explique pas comment ça marche, on rejette ça. Et c'est ça. actuellement, il y a une grande guerre sur les médecines alternatives holistiques parce que ils ne comprennent pas comment ça marche. Mais au moins qu'ils qu'ils reconnaissent que ça marche. Voilà. Et le Conseil de l'Ordre, encore récemment, pas plus tard que la semaine dernière, a encore publié un article disant qu'ils allaient combattre toutes les médecines alternatives, qu'ils allaient condamner les médecins qui les utilisaient, voilà, parce qu'ils veulent chasse gardée. Et tout ça, au-dessus, évidemment, il y a Big Pharma qui fait un grand business là-dessus, parce que ce qu'il faut faire, c'est vendre des médicaments, c'est vendre de la médecine, et c'est vraiment dommage que la médecine hospitalière, je veux dire, aille dans cette voie-là, mais je pense que tout n'est pas perdu parce que les jeunes médecins sont totalement ouverts à une autre façon de voir la maladie et pouvoir la traiter, la façon holistique de traiter la maladie. C'est très bien de s'occuper du voyant rouge, hein, c'est très bien. Quand on a un cancer, c'est un voyant rouge qui s'allume. Eh ben, on enlève le voyant rouge, hein, en fait, c'est ça. À l'hôpital, on fait la chimiothérapie, on fait la chirurgie, on fait la radiothérapie pour enlever le voyant rouge, mais on ne sait pas comment il est arrivé et on ne sait pas pourquoi un autre voyant rouge va s'allumer très rapidement après parce qu'on n'a pas traité la cause. Et toutes ces médecines alternatives qui fonctionnent en amont et en aval du voyant rouge, c'est ça qu'il faut pouvoir développer, pas en substitution, pas en compétition, mais en complémentarité. Oui, Et je il pense que si faut. on a affaire à des gens intelligents, à des médecins intelligents, ils vont comprendre ça, que les médecines alternatives, il ne faut pas tout jeter, le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, parce que il y a évidemment des charlatans à travers, mais il y en a aussi dans la médecine Mais tout avec milieu comporte ses charlatans, hein. dans tout milieu on trouve ça. Il y a des afro-jojo partout. Il y a des médecins qui sont prêts à faire n'importe quoi, à faire des expériences, à faire des. Bon, il y a eu une expérience géante qui a été faite à l'échelon mondial avec l'ARN messager. Euh, bon, il y a l'éthique par-dessus tout. Moi, je suis un médecin très respectueux de l'éthique. Et dans l'éthique, il est dit qu'on doit avoir le consentement éclairé du Oui, bien patient. sûr. C'est-à-dire que un patient, eh ben, il doit être au courant des effets indésirables, des interrogations d'un produit avant de pouvoir l'accepter. Et on voit ça en chimiothérapie. Euh, Quand on a une nouvelle molécule, eh ben, on dit au patient, voilà, on a un nouveau produit, on ne sait pas du tout les effets secondaires, mais on peut faire un essai avec vous si vous êtes d'accord. Et le patient peut refuser. Et ce qu'on a fait là avec les vaccins en disant aux gens, on vous impose une thérapie, eh ben, c'était pas contre, c'est contre l'éthique médicale parce qu'il n'y a pas eu le consentement éclairé. Et Oui, en plus, il y a
il y a un effet qu'on connaît bien en médecine, c'est l'effet nocebo, qui est à l'inverse de l'effet placebo. C'est beau, ouais, C'est-à-dire ouais. que si la personne a une mauvaise opinion de la thérapie qu'elle prend, eh ben, elle va développer des pathologies. Et à l'inverse, l'effet placebo, si elle a une bonne opinion de sa thérapie, elle va rentrer dans 40% des gens Oui, qui oui, vont tout à fait. améliorer la pathologie. Donc voilà, il y a de mauvaises directions qui sont prises actuellement par la médecine. Heureusement, il y a des jeunes médecins qui veulent changer les choses. Et heureusement qu'il va pouvoir y avoir cette conjugaison de talents, je vais dire, avec possibilité de traiter les gens à la fois par la médecine que l'on fait à l'hôpital, qui est très bien, et bien sûr, mais aussi en se servant de toutes ces médecines holistiques alternatives et pas les rejeter, Voilà, je comme pense on que la veut le faire médecine actuellement. allopathique, son pôle d'excellence, c'est l'urgence, effectivement. Hum. Il peut agir dans l'urgence. Si vous avez une rupture de la carotide, c'est pas l'aroma ou la phyto qui Ah va. ben, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais là où le problème se pose après, c'est la gestion à moyenne et à longue durée. Et c'est là où effectivement, il n'y a pas de notion de terrain, par exemple. Ça Hum, n'existe pas dans la médecine allopathique. Et puis, je pense aussi que la médecine doit s'ouvrir à d'autres disciplines. C'est la pluridisciplinarité. C'est vrai que, bah, au-delà de la première ou de la deuxième année, il n'y a que des médecins qui forment des médecins. Donc, il faudrait hum, aussi que la médecine s'ouvre à d'autres disciplines, pas simplement au niveau de l'instrumentation, mais dans la réflexion de base, quoi. Donc, il y a beaucoup de réformes. Et on voit bien d'ailleurs dans cette crise que nous avons eue, souvent les gens qui étaient qualifiés d'autodidactes avaient une vision à 360 degrés parce qu'ils ne s'auto-censuraient pas. Et on appelle ça la cyberlittératie, c'est-à-dire des gens qui se sont pas formés par un parcours institutionnel, mais par la curiosité, ont été regardés à gauche, à droite, et ils ont fait leur propre lien. Voilà, ils se sont pas auto-censurés. Donc cette crise nous montre toutes les réformes qu'on doit mettre dans toutes les disciplines, c'est un accordéon qu'on déploie, la médecine, le juridique, etc. Donc ça montre vraiment le dysfonctionnement d'une société. Et dans ce sens-là, la crise est salutaire. Et hum. souvent, d'ailleurs, c'est un chaos qui entraîne l'ancien ordre vers un nouvel ordre, et l'ancien ordre disparaît de ses propres contradictions. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Donc on espère que les jeunes générations de médecins qui ont largement l'intelligence pour aller dans d'autres directions, hein, puisque finalement les médecins se sont transformés progressivement en des gens qui appliquent des protocoles. Ils ont simplement appliqué, donc il faut qu'ils retrouvent, je pense, leur, leur autonomie, leur pensée, etc. Donc voilà, plein de Et choses le à... côté artistique, le Oui, côté et le côté artistique de artistique, puisque la médecine est un art. On n'est pas dans ouais, le domaine des sciences exactes, c'est pas de la physique théorique. Donc, la qualité d'un médecin, c'est son humanité et son intuition. hum. Et c'est tout ce qu'on a essayé de mettre de côté, puisque là, on raisonne en termes de chiffres, de plus en plus l'ordinateur D'algorithme. intervient, d'algorithmes, de probabilités, de choses comme ça, quoi. Donc, mais le danger, hein, je le vois dans différentes professions, c'est qu'on ne peut pas lutter en tant qu'humain vis-à-vis des certaines possibilités de l'ordinateur, de mémoire et tout. Donc, effectivement, si on n'y prend pas garde, on risque d'être remplacé par des ordinateurs. Or, je pense que la qualité d'un médecin, c'est sa qualité technique, mais c'est aussi son humanité. C'est la capacité d'écoute voilà, qui émane de lui, qui fait qu'on a envie de guérir. Il est aussi un facilitateur pour que le patient actualise ses forces de guérison et ses potentialités de guérison. Voilà. Bah, écoute, on a fini sur une note qu'on ne pensait pas, mais Optimiste. voilà, très optimiste. Voilà. Bah, écoute, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Hum. Merci de la qualité de l'échange et puis Ouais, ouais, ton c'est un plaisir. expertise. Et puis, bon, bah, c'est un début pour. On continuera à explorer. On a plein de thèmes à explorer qu'on Ah pourrait ouais, qualifier ouais. l'inexplicable, je dirais pas expliquer, mais l'inexplicable entrevu différemment. Voilà. Bah, Moi, écoute, je crois que c'est ce qui est intéressant, c'est que tu as une approche de physicien, moi j'ai une approche de médecin, médecin, je veux dire, voilà, sur le terrain, quoi. Et on arrive presque enfin, c'est pas presque, c'est tout à fait à être d'accord sur ce concept de conscience intuitive extranormale, de dire que tout s'explique à condition de pouvoir comprendre que nous ne sommes pas qu'un corps et que nous sommes un esprit incarné. Et, voilà. Et ça rejoint
tout à fait tes recherches et Bah tes oui, travaux et ouais. je me réjouis de ça. Et voilà, mais moi aussi. Bah, écoute, un grand merci. Et puis, Merci beaucoup, Philippe. à une prochaine émission, hein. Voilà. Avec grand plaisir. Prochaine Ok. discussion avec grand plaisir.